Good morning. Le président, bonjour. Avant de commencer, et surtout de donner la parole à M. Deméjian pour qu'il poursuive son interrogatoire, je demande instamment au bureau du procureur de nous donner au plus tard, à la fin de cette journée d'audience, cela dit, plus tôt si possible, bien sûr, les horodatage de la bande audio. Et des passages de cette bande audio qui, selon eux, devraient être expurgés. Et le plus vite sera le mieux. Monsieur McDonald, écoutez, vous l'aurez dans 5 minutes. C'est prêt. Le président, excellente nouvelle. Merci beaucoup. Poursuivons. Donc, notre interrogatoire. Monsieur Deméjian, vous avez la parole. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le témoin. As I said, Le président, donc comme je vous l'ai dit, nous n'avons que 2 séances ce matin. Nous allons terminer à 13 h, car nous avons d'autres engagements. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une autre affaire dans ce prétoire un peu plus tard. Donc il y a 2 séances d'1 h 30. Vous allez répondre aux questions du procureur et je vous demande à nouveau de parler lentement et surtout clairement. Car sachez, nous avons écouté votre interview et c'est très difficile à comprendre. Vous avez la parole, monsieur Deméjian. Monsieur Deméjian, merci. Il se peut que nous devions passer à huis clos partiel, car j'ai des questions à poser à propos de ce qui s'est dit à huis clos partiel hier. Juste pour 2 ou 3 minutes. Le président, très bien. Huis clos partiel, s'il vous plaît. Audience publique. Monsieur le président, très bien. Monsieur Deméjian, c'est à vous. Très bien. Monsieur le témoin, je passe à un autre sujet maintenant. Hier, vous nous avez expliqué qu'une fois que vous avez rejoint le commandant du GPP Boiseau à Adjamé, vous aviez le rôle de chef des opérations et par la suite chef d'état-major adjoint. Est-ce que vous avez aussi travaillé au sein du GPP relativement au service de renseignement? Oui, oui. Et la compagnie, la deuxième compagnie qui était basée à Treichville était créée spécialement dans ce but-là, de pouvoir faire des recrutements au sein des syndicats des transporteurs surtout, parce qu'il y avait plus de jeunes ressortissants nordistes qui avaient des relations, des connaissances qui étaient membres de la rébellion, donc par qui on pouvait accéder à certaines informations. Et ces informations que vous obtenez de ces éléments-là, qu'est-ce que vous faisiez avec ces informations? On transmettait ces informations-là au service des renseignements étatiques. Et de quel genre d'informations est-ce que cela consistait? Vous nous avez parlé un petit peu brièvement que ce sont des nordistes qui avaient des informations, mais à propos de quoi exactement? De comment est-ce que la rébellion se préparait, quelles sont les zones susceptibles d'accueillir les éléments rebelles qui venaient s'infiltrer dans la capitale Abidjan ou dans d'autres villes. Et à l'approche des élections, surtout, quels sont les mots d'ordre qu'ils faisaient passer à leurs partisans qui étaient au niveau d'Abidjan et des autres villes de l'intérieur.
Et vous, quel était votre rôle au sein de cet exercice de recueillir des renseignements? Que faisiez-vous exactement? Lorsque, lorsque je recevais les, les instructions quant aux renseignements qu'on devait prospecter, lorsqu'on recevait ces informations, moi je les transmettais. Parce que au moment là où je travaillais avec Jeff, il faut dire que Jeff était en même temps aussi, il travaillait directement aussi dans une agence aussi de renseignement aussi de l'État, et agent aussi en même temps. Donc, pendant que c'était lui qui était mon responsable, c'était à lui que je rendais compte. Et par la suite, c'était à Boiseau aussi avec euh, d'autres responsables des services de renseignement avec qui j'étais en contact. Alors, vous avez parlé de la création de cette compagnie à Trècheville. Qui a créé cette compagnie? Il y a que cette compagnie-là, c'était sur instruction du général Jeff Fada. Nous donner l'instruction parce que il n'y avait pas de, de compagnie. C'est la seule commune d'Abidjan où il n'y avait pas de compagnie du GPP. Parce que d'abord, c'est une commune d'abord qui est un peu tellement urbanisée d'abord. Dans le début, c'est une commune en tout cas, qui est totalement urbanisée. Donc, il faut avoir d'abord des lieux de cantonnement. Et la commune était administrée aussi par un maire de l'opposition du parti du PDCI. Et la majorité des habitants de la commune sont des populations qui sont moins favorables au pouvoir FPI qui est en place. Donc, c'était difficile de créer une unité là-bas parce que les éléments s'exposaient quand même à beaucoup de risques par rapport à leur identité et tout ça. Donc, il fallait procéder d'une autre manière. Puisque j'étais dans le syndicat des transporteurs, donc j'avais déjà des contacts avec beaucoup de jeunes. Et donc, c'était plus facile pour moi de pouvoir euh, traiter ces jeunes-là afin de donner des informations. Souvent, euh, en pleine connaissance de cause, souvent aussi, bon, à leur insu, on essaie pour des conversations, de soutirer des informations. Excusez-moi, confrère. Maître Bugnon. Monsieur le Président, en fait, depuis hier, on a un problème de temps. Il faudrait qu'on soit situé sur le temps parce qu'on vogue d'une année, d'une période à une autre sans qu'on sache effectivement le cadre temporel. C'est un peu difficile pour nous d'arriver à suivre à ce rythme-là. Vraiment, je suis désolé, mais je suggère à mon collègue de situer le cadre temporel, s'il vous plaît. C'était justement ma prochaine question. Not overlap, please. Sorry. Et surtout, ne parlez pas en même temps. Actually, my next question, Your Honor. Yes. Et c'est juste pour dire que c'était ma prochaine question. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous, dit le président. Il faut mettre des noms, il faut mettre des dates, parce que ce il, nous, eux, ça ne suffit pas. Monsieur le témoin, donc vous nous avez dit que vous avez créé cette compagnie. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année et sur les instructions de qui? C'était en 2007 et c'était sur l'instruction du général Jeff Fada. Vous nous avez aussi dit que vous avez transféré ces renseignements aux autorités, au service des autorités. Quel service exactement? Comme je l'ai dit, d'abord, au niveau de la commune, d'abord, lorsque il y avait certaines informations qui n'étaient pas
d'ordre de la sécurité nationale, par exemple, qui étaient d'ordre criminel, par exemple. On les transmettait au commandant de brigade, qui était d'abord la première autorité judiciaire qui était d'abord sur les lieux, avec qui on collaborait. Dans chaque commune, c'était comme ça, en collaborant, on partageait des informations aux différentes autorités policières ou soit de la police et de la gendarmerie qui étaient dans notre zone. Et donc, quand c'était d'ordre sécuritaire, d'ordre de renseignement au niveau de la sécurité nationale, je dis déjà que Jeff travaille déjà pour une structure de renseignement qui était l'ANC, Agence nationale de services d'intelligence, dont il était agent. Donc, lorsque lui il recevait ces informations directement, les informations accédaient directement à ses responsables. Et il y avait aussi les renseignements militaires aussi, avec lesquels collaborait. Et la direction aussi des services, la surveillance du territoire aussi. Au sein de ces institutions que vous venez de nous mentionner, est-ce que vous aviez des personnes contacts? Alors commençons peut-être avec la police, c'est la première que vous avez mentionnée. Puisque là, on parle de renseignements, je ne sais pas, il y a certaines personnes avec qui je n'ai plus eu de contact depuis la fin de la crise. Je ne sais pas si elles sont toujours en service, puisque c'est des officiers de renseignement. Je ne sais pas s'il y a lieu de donner leur identité en public, parce que je peux continuer alors. Your Honor, I think Monsieur le Major, je pense que le témoin est en train de dire qu'il est un peu inquiet parce qu'il y a des gens qui travaillent encore avec les autorités, qui sont encore en poste, qui travaillent avec les autorités de l'État. Enfin, je ne vois pas très bien comment ils pourraient être empêchés de les nommer en public. Bon, enfin, le président, eh bien, écoutez, je ne sais pas. Maître Wagemaker, qu'en pensez-vous? Maître Wagemaker, j'ai besoin d'une petite minute, s'il vous plaît. Le président, eh bien, asseyez-vous près de votre client. and perhaps Your Honors. Monsieur Desméjean, le témoin devrait peut-être être autorisé à s'expliquer à huis clos partiel. Donc on pourrait passer à huis clos partiel et ils expliquerait les raisons de sa réticence. The witness will answer the question, Your Honor. Maître Wagemaker, le témoin va répondre à la question, Monsieur le Président. Le Président, très bien. Eh bien, Monsieur le témoin, allez-y, répondez à la question. Mais cela dit, si vous êtes inquiet ou préoccupé, faites-le moi savoir et nous essaierons de trouver une solution. Donc, moi, je travaille avec le directeur du renseignement militaire, chef du service au département de la défense, le DSD, qui était le colonel Poeri Julien. Et on travaille aussi, comme il a dit, je travaille avec des officiers du renseignement aussi, de la gendarmerie, plus précisément du SECOS, le lieutenant Gorebi et l'inspecteur Cerveau. Bon, c'est son sobriquet qui est Cerveau, mais pas son nom à l'état civil. We didn't understand the names. Le Président, nous n'avons pas saisi le nom.
Je dis que je travaille avec le directeur du renseignement militaire, le colonel Poéry Julien. Poéry, c'est P-O-H-E-R-I, Julien. Et les officiers du renseignement de la gendarmerie, GDR, mais qui étaient au SECOS, BMO, le lieutenant Gorebi. Gorebi, c'est G-2-O, R, E, accent aigu, et B, c'est B-I. Et l'inspecteur Cerveau, je n'ai pas son nom à l'état civil, précisément ma connaissance, il est détenu présentement à la MACA. Vous nous aviez dit que vous avez établi cette compagnie en 2007. Oui. Est-ce que cette compagnie était toujours en fonction au début des élections, donc à partir de septembre 2010? Pouvez-vous nous dire dans quelle période de temps est-ce que ces services de renseignement ont existé? Elle était, à partir de 2007, elle était opérationnelle jusqu'à la crise. Opérationnelle. On me dit, on faisait déjà avant du renseignement, mais cette unité-là a été créée spécialement dans le but d'infiltrer des éléments qui seraient proches, qui auraient des connaissances de la rébellion, et d'avoir des renseignements un peu plus fiables. D'accord. Je passe à un autre sujet. Hier, à la page 65 des notes sténographiques pour mes collègues, vous avez mentionné la création de la Légion ivoirienne de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année elle a été créée et est-ce qu'elle a fonctionné? La Légion ivoirienne de sécurité a été créée en décembre 2010. Lorsque, après les élections, le nouveau gouvernement a été nommé, le ministre qui était chargé de la Défense, M. Alain Dogou, qui était M. Alain Dogou, D-O-G-O-U, était en charge de la Défense et qui était aussi un ami de longue date de Boiseau Yoko, lui a demandé de choisir, vraiment de faire vraiment un tri de 50 jeunes, 50 éléments du GPP, et dont tu peux se porter garant quant à l'intégrité et vraiment à leur engagement vraiment à la cause du pouvoir FPI. Et que c'était dans le cadre de voir dans quelle mesure nous intégrer officiellement dans les FDS, Forces de défense et de sécurité. Et donc, on devait commencer avec ces 50 jeunes-là. Il devait être une unité test. Nous allons vérifier l'efficacité et la discipline pour être sûr de pouvoir avoir une suite favorable auprès du président lorsqu'il allait proposer la création d'une nouvelle unité qui devait être nommée Légion ivoirienne de sécurité. Et ce groupe de 50 éléments, combien de temps est-ce qu'ils sont rentrés en fonction? Les groupes de 50 éléments, il y a parmi eux qui ont été envoyés à la CRS-1, par la suite à la CRS-1, sur les instructions du colonel DJ qui était le commandant de la CRS à Williamsville. Ils ont été envoyés en appui avec d'autres éléments en février 2011. Et il y a d'autres aussi qui étaient restés à la base,
qui par la suite sont retrouvés soit à la résidence du président de la République ou soit au palais présidentiel. Très bien, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Il y a une autre clarification que j'aimerais vous demander. Hier, lorsque vous nous avez parlé du fait que Boiseau, Yoko Yoko, avait fait une demande d'assistance auprès de la Première Dame, donc là on parlait de Mme Simone Gbagbo, vous avez dit qu'il pouvait utiliser d'autres canaux pour avoir des ressources dont il avait besoin. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces autres canaux? Il pouvait passer par, soit par Jean-Yves Dubopieux, il pouvait passer par Damana Picasso, Adia Picasso, il pouvait aussi entrer directement aussi en contact aussi avec M. Chablé Goudé, puisque tous les mouvements patriotiques étaient sous l'autorité politique de M. Chablé Goudé, qui était le président de la Gracie patriotique. Et donc, le financement de ces mouvements, c'est-à-dire que ce soit le GPP, que ce soit les Agora et Parlement, mouvement tout ce qui était appelé le mouvement dit patriotique, était à la charge de M. Blé Goudé, celui qui était le lien directement avec les autorités. Et comment savez-vous qu'il pouvait avoir accès à ces canaux? Comme il a dit, le GPP a été créé sur la décision des autorités ivoiriennes. Ce groupe-là n'a pas été créé par des personnes, des individus de leur propre volonté. C'était une décision politique. C'était en vue de faire face à la rébellion, c'est-à-dire des jeunes à qui on pouvait vraiment avoir confiance, des jeunes de qui on ne pouvait, en tout cas, on ne peut pas douter, qui étaient prêts en tout cas à me donner même leur vie s'il le fallait pour pouvoir défendre les institutions de la République. Donc, depuis l'origine, la création du GPP, le GPP était soutenu par le gouvernement qui était en place. Vous venez de nous dire que les mouvements patriotiques, que ce soit le GPP, que ce soit les Agora et Parlement, les mouvements de tout ça, c'était à la charge de M. Blé Goudé. Qu'est-ce que vous voulez vous dire par « à la charge » ? Puisque lorsqu'on parle de galaxie patriotique, cette dénomination englobe toutes ces organisations, dont les Agora et Parlement, dont le GPP et tout ce qui est mouvement de la jeunesse en soutien au pouvoir FPI qui est en place, était géré par la galaxie patriotique, avec à sa tête M. Chablé Goudé. Et je veux dire par là. Cela m'amène à mon prochain sujet qui était les parlements et Agora. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était, comment ça fonctionnait? Les parlements et Agora étaient des rassemblements de jeunes, pour la plupart universitaires, en tout cas en majorité, en grande majorité universitaires, ou bien des jeunes proches
du FPI, ou bien faisant partie des membres de la jeunesse du FPI, qui s'organisaient dans certaines communes, dans certaines villes, dans des endroits spécifiques, et qui érigeaient des, comme on dit, des pseudo-parlements, on les appelait parlements, mais c'était des rassemblements, qui organisaient des rassemblements dans le but de faire passer des messages politiques pour entretenir la jeunesse sur les sujets d'ordre politique et généraux, mais qui avait pour but principal d'accueillir la jeunesse, d'allier en tout cas une grande frange de la jeunesse et de la population à la cause du président Laurent Gbagbo. Donc il expliquait pourquoi est-ce qu'il était important de suivre de soutenir la politique du président, et pourquoi aussi il était utile, si nécessaire aussi, de faire barrage, c'est-à-dire, comme on dit souvent, de sortir soit pour les mouvements de marche, de faire barrage, en tout cas, à toute force étrangère s'il le fallait, en tout cas, d'entretenir la jeunesse, de les motiver toujours, de les galvaniser, les maintenir toujours en alerte, et qu'ils soient disponibles en cas de besoin, lors d'un mot d'ordre, soit de marche, soit de protestation populaire. Ce que vous venez de nous expliquer, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez appris à propos du but de ces parlements et agora et du message qu'ils véhiculaient? Dans ces agora et parlements, moi j'en ai côtoyé quand même aussi des membres parmi ces orateurs-là, qui faisaient partie de ces agora et parlements. Pouvez-vous nous dire lesquels de ces orateurs vous avez côtoyés? J'ai côtoyé M. Koné Jean-Marie, qui était le président de l'une de ces associations, l'association des agora et parlements de Côte d'Ivoire. Et j'ai côtoyé aussi le dénommé Diakwa Francis alias Steve Biko, en exil aussi, avec quand même d'autres aussi membres, dont M. Nado Clément, qui était aussi le président du Parlement de la Sorbonne. Parce qu'à la Sorbonne, il y avait 2 parlements. Lui, il était président de l'un de ces parlements. Et il faut dire que Magui Le Toka aussi, fait Magui Le Toka était aussi en même temps aussi membre de ces agora et parlements aussi. D'accord. Alors le premier, vous avez dit, c'est Jean-Marie, son nom de famille? Koné. Pouvez-vous l'épeler? Koné, c'est K-O-N-I-N. Et dans quelles circonstances est-ce que vous l'avez côtoyé? Koné Jean-Marie, étant à Abidjan avant la crise, on ne se côtoyait pas. C'est lorsque nous étions en exil que nous nous sommes connus, parce que il avait une tâche bien précise dans l'organisation de certaines opérations. Les opérations subversives qu'on devait mener sur le territoire ivoirien. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes côtoyés. Et M. Konan, qu'est-ce qu'il vous a dit à propos des parlements et des agoras? À propos des parlements agora, qui étaient financés par M. Charles Goudé, c'est M. Charles Goudé qui recevait les subventions du pouvoir en place, et qui distribuait soit au président des différentes associations, et qui, eux, allaient tout
faisait le dispatching au niveau des différents agora et parlements délocalisés et qui en outre cette mesure générale, il y avait aussi des individualités comme certains orateurs qui étaient proches de certains hommes politiques en particulier, bien qu'ils aient tous en commun de défendre les idéaux du FPI. Koné, par exemple, était beaucoup plus proche de M. Afiang Nguessan. Et comme il y avait un autre aussi dénommé Taboutou, qui était lui plus proche du ministre d'Akwasi, c'était pour donner juste des exemples. Et c'était aussi des fois des individualités. On n'empêche que bien qu'il recevait les subventions de M. Charles Goudé, et à titre personnel, il recevait aussi le financement aussi des hommes politiques aussi en particulier. C'était en quelle année que vous avez côtoyé M. Kona? Je connais, c'était en 2012. 2012. Parce que lui, en 2012, il était basé dans une localité frontalière à la Côte d'Ivoire. Il était du côté du Ghana, mais sur l'une des frontières, plus précisément celle entre Niablé et le Ghana. Le deuxième nom que vous avez mentionné, c'était Jakpa Francis, alias Steve Biko. Est-ce que vous pouvez épeler Jakpa, s'il vous plaît? Jakpa, c'est D-J-A-K-P-A. Et encore une fois, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous l'avez côtoyé, quand et où? Jakpa Francis, nous résidions à un moment donné de la période où j'étais en exil au Togo. Nous résidions dans le même camp de réfugiés. Et quant à lui, pouvez-vous nous dire ce qu'il vous a dit à propos des parlements et des agoras? Ensemble, il a confirmé les mêmes propos de M. Koné. Seulement qu'il a dit que souvent, il y avait des dissensions entre eux. Parce que, comme je dis, M. Koné et M. Jakpa n'appartenaient pas au même mouvement parce qu'ils avaient plusieurs associations distinctes. M. Jakpa Francis appartenait à une autre association, le Parlement Agora aussi. Donc, souvent, et l'association à laquelle appartenait M. Jakpa Francis, par exemple, se plaignait de ce que celle de M. Koné Jean-Marie, par exemple, était privilégiée parce qu'ils avaient plus d'affinités avec les membres de la Galaxie patriotique, avec certaines personnalités politiques aussi du FPI. Donc, ils étaient privilégiés parce qu'on répondait plus facilement, eux, à l'aide d'audience qu'à les leurs. Vous nous avez dit il y a un moment que, lorsque vous parliez de M. Kona, qu'il vous a dit que c'est M. Charles Blé Goudé qui recevait les subventions du pouvoir en place et qui les distribuait, soit aux présidents des différentes associations. Alors, est-ce qu'il vous a dit en quelle année a eu lieu cette distribution? Bon, je ne vais pas donner d'année parce que je ne lui ai pas posé la question. Je ne vais pas poser la question de savoir en quelle année. Mais de sorte qu'il me parlait, c'était une association bénévole. Donc, il n'était pas salarié, mais c'était des subventions, comme je l'ai dit. Je ne lui ai pas posé la question de savoir sur quelle période ça s'étalait.
Vous nous avez aussi mentionné Magui Le Tocard, est-ce bien ça? Oui. Alors, pouvez-vous nous dire qui il était et quel était son rôle? Vous avez mentionné qu'il était orateur, mais Magui Le Touka était l'un des commandants du GPP. Il était basé à Yopougon. Et il était en même temps aussi orateur des Agora et Parlement. Il officiait au Parlement du Plateau à la Sorbonne. et donc vous l'avez côtoyé, n'est-ce pas? Oui. Pouvez-vous dire durant quelle période vous l'avez côtoyé? Depuis, depuis, depuis 2005. Depuis 2005. Et Magui était l'un des anciens. Et on n'était pas amis en tant que tel, mais euh, on a plus collaboré à partir de 2008, puisque lorsqu'il y a eu la dissension, le litige au niveau de qui devait assurer le leadership au niveau du GPP, Magui était du même avis que nous, il avait fait le même choix que nous de suivre M. Boiseau. D'accord. Vous avez dit qu'il était un commandant du GPP. À partir de quand était-il commandant? Magui était commandant à partir de 2005, après la délocalisation de Marie-Thérèse. Il a fait partie de ceux qui ont créé les unités au sein du GPP. Donc, à partir de là, il avait une partie des éléments qui étaient avec lui et qui ont formé aussi des jeunes aussi. Et donc, il fait partie de lui, sa compagnie. Vous nous avez mentionné tout à l'heure, lorsque vous nous avez parlé des parlements et des agoras, qu'ils expliquaient quelle était la politique du pouvoir et pourquoi c'était important de suivre, de soutenir la politique du président. D'où est-ce que recevaient ces messages, les orateurs, d'où est-ce qu'ils recevaient ce message? On l'a dit, souvent c'était des messages qu'ils recevaient des leaders de la galaxie patriotique. Souvent, parce qu'il dit certains étaient proches particulièrement euh, des hommes politiques avec lesquels soit soit parce qu'ils étaient issus de la même région ou, ou pour d'autres raisons. Mais souvent aussi, c'était juste des commentaires sur l'actualité nationale et internationale, mais qui étaient plus en rapport avec la crise sociopolitique qui a été engagée à partir de la naissance de la rébellion de 2002. Pardon. Il y a un moment, vous nous avez mentionné le nom de Lida Kouassi. Oui. De qui s'agit-il? Celui d'Akwasi Moïse était ministre de la Défense et député de la commune de Makori. C'était l'un des membres fondateurs du FPI. Vous souvenez-vous durant quelle période de temps il était ministre de la Défense? Je pense qu'il était ministre de la Défense
de 2000 jusqu'à, je pense qu'à fin 2002, parce qu'après, parce qu'il a été, euh, il a été limogé du gouvernement après l'assassinat du président, l'ex-président Robert Gueye. Et après ça, il y a eu un remaniement ministériel. Bon, la période, j'ai pas ça en tête, mais c'est après ce remaniement ministériel-là que M. Lida Kwasi a quitté le gouvernement. Est-ce que vous avez eu des rencontres avec M. Kwasi? Oui, Dans quelles circonstances? on a eu des rencontres parce que, hormis le fait que ce soit, hormis sa qualité de ministre, de personnalité politique, c'était, je ne vais pas dire ami, mais un grand frère à mon père, comme on dit. Je le connaissais très bien. Il a même été son témoin de mariage. Euh, ce n'est- Ça n'avait rien à voir avec les activités du GPP. Vous avez mentionné Magui Le Tokar. On parlait de son rôle au sein des Agora et des parlements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu son rôle au sein du GPP? Que faisait-il en tant que commandant à Yopougon? En tant que commandant, il avait l'administration d'un certain nombre d'éléments qu'il avait formés ou qu'il avait rejoint au départ lorsqu'il avait créé son unité. Donc, Yopougon, c'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Donc, quand même assez grande et qui regroupait quand même une grande majorité de la population qui était acquise à la cause du pouvoir d'alors. Donc, Yopougon, comme il a dit, Magui Le Tokar était l'un des commandants, il y avait Zak Bayou. Il y avait aussi le centre d'instruction aussi, du premier RPC aussi, qui avait aussi son commandant. Magui Le Tokar était l'un des commandants de Yopougon. En 2010, alors je vous replace à la période des élections, à partir du mois d'octobre. Est-ce que Magui Le Tokar entretenait des relations avec des éléments des autorités à Yopougon? Bien sûr. Alors, il faut dire que d'abord, lorsque on avait commencé à mettre à exécution le mot d'ordre qui avait été passé, le mot d'ordre selon lequel on devait commencer à recycler nos éléments et à faire une formation, procéder à la formation initiale des jeunes issus soit de la FECI, soit des mouvements proches du régime qui était en place. Magui Le Tokar lui faisait ses entraînements à l'air libre, juste à l'espace public, que juste le commissariat du 16e arrondissement de Yopougon. Donc, c'est-à-dire que c'est là que lui, il avait son bureau. Donc, ces entraînements, il les faisait aux yeux, aux yeux de tout le monde, y compris le commissaire, puisque, je peux dire plus facile, ils étaient littéralement voisins, voilà, voisins au commissariat. Dans la commune de Yopougon, où était son bureau? Dans quel quartier exact? C'est le quartier de Sikoji, c'est 16e, où il y a le commissariat du 16e arrondissement.
Quelle était la relation entre Magui Le Tocard et ce commissariat du 16e arrondissement? Comme il a dit, on collaborait avec les autorités de défense et de sécurité. Lorsqu'ils nous sollicitaient dans le cadre des enquêtes, puisque nous sommes beaucoup, on avait facilement accès à certains milieux à lesquels ils ne pouvaient pas facilement s'infiltrer parce que facilement on les reconnaît en tant que des policiers, soit des forces de l'ordre. Donc nous, c'était plus sûr pour nous en tant que civils de pouvoir accéder à certains lieux pour mener des investigations. Et lorsque même c'était pas si sollicitation du commissaire, il était de coutume, en tout cas, de transmettre des informations susceptibles de pouvoir aider les autorités, que ce soit les commissariats, que ce soit les brigades de gendarmerie, les aider dans leur mission de maintien de l'ordre. Il faut dire aussi que tout cantonnement du JPP est initialement signalé aux autorités les plus proches afin de ne pas porter à confusion. Parce que, comme il a dit, lorsque c'était un cantonnement, un cantonnement où il y avait au moins une unité, c'est-à-dire 25 éléments, on avait l'autorisation de pouvoir monter la garde avec au moins une Kalachnikov pour la sécurité des éléments. Juste pour comprendre un petit peu, on a dit qu'il est commandant au sein du GPP à Yopougon, Sikoji. Quelle était votre relation, un peu dans la hiérarchie du GPP, quelle était votre relation avec Magui Le Tocard? Et je parle de la période à partir du mois d'octobre 2010. À partir du mois d'octobre 2010, puisque j'étais le numéro 2 après Boiseau, donc lorsque je recevais les instructions de Boiseau, je les transmettais à Magui. Quant à la conduite à tenir au niveau de la zone de Yopougon, soit il le faisait directement, ou soit aussi Boiseau l'appelait directement de lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait Tino aussi qui était au camp, le commandant de la zone. Donc, Magui, nous collaborions parce qu'avec tous les commandements, c'était coordonné d'abord la formation des éléments, là, était coordonnée depuis la base nationale à Djambi. Et par la suite, Magui a commencé à travailler plus étroitement avec le colonel Loba, qui était le chef de corps de la BAU, la brigade anti-émeute, basée à Yopougon. Vous venez de nous mentionner le commandant Tino, qui était le commandant de la zone. Alors, si j'avais bien compris hier, c'était la zone Abidjan Nord. Et à partir de quand est-ce qu'il collaborait avec le chef de la BAE que vous venez de mentionner, M. Loba? Le colonel Loba, avec le colonel Loba, Magui Le Tocard a commencé la collaboration. On dit qu'il n'y a pas de collaboration étroite, c'est-à-dire à mener soit des opérations conjointes ou soit sur l'instruction directe du colonel. C'était à partir de novembre 2010. Et vous nous avez mentionné à un moment donné que le cantonnement du GPP, vous étiez capable de monter la garde avec une Kalachnikov. Alors, ce cantonnement
Est-ce que c'était à Yopougon Psychologie, c'est ça ou... Là, naturellement, c'était le centre d'instruction qui était à Yopougon Sable. Mais comme je l'ai dit, à partir de novembre déjà, on avait déjà commencé à faire des footings, littéralement qu'on appelait pas gym, qu'on faisait dans les communes de Yopougon et de la Djamé, des footings d'intimidation. C'est-à-dire nous avions nos Kalachnikov. Lorsqu'on faisait le footing, arrivé à certains grands axes, certains carrefours, des quartiers qui étaient dits les quartiers RHDP, en guillemets, des quartiers en majorité habités par les partisans du RHDP. À ces carrefours-là, on faisait des tirs et des sommations. Donc, on faisait ça, c'était des footings militarisés d'intimidation. Pour dire que nous étions déjà opérationnels et que chacun n'avait qu'à bien se tenir. En cas de nécessité, nous étions déjà armés, on les attendait. Pouvez-vous clarifier le terme footing? Qu'est-ce que cela consiste? C'était des sections, on se mettait par section et le footing était des éléments-là du GPP, ces communes-là, étaient sécurisés avec des éléments qui étaient armés de Kalachnikov, comme il a dit. Et on faisait ces footings-là, on chantait les chants militaires et on passait dans la commune en différents endroits, dans les différents quartiers qui étaient, comme on dit, targués de quartier RHDP. Et où souvent on faisait des tirs de sommation pour intimider ces personnes. Lorsque vous dites « on », est-ce que vous y avez participé ou bien c'était qui? D'abord, c'est moi qui ai lancé l'opération. L'opération a été lancée dans la commune de Yopougon d'abord, avec Magui Le Toka. Magui a débuté à partir de Niangon. À partir de Niangon. Et nous, on a commencé, moi, avec la compagnie que je dirigeais, commencé à partir du camp de Yopougon Sable. Et on avait deux itinéraires distincts, mais qui devaient se rencontrer au niveau du quartier qu'on appelle le quartier Maroc à Yopougon. Et là, maintenant, c'est mettre en une seule file et venir se regrouper à la place Figayo de Yopougon. Parce que là, on devait rencontrer M. Oulaï de la Fosse, qui était préfet militaire de la région de l'Ouest. C'est là qu'on a officiellement commencé ces gens de footing militarisés. Maître Bougnon. Monsieur le Président, Maître Bougnon. le cadre temporel, on n'arrive pas à se situer. C'est la prochaine question. OK. You just have to wait, I'll get to it. Monsieur le médian, un peu de patience, j'y arrive. Alors justement, monsieur le témoin, ma prochaine question, c'était durant quelle période est-ce que ces footings ont eu lieu? Ces footings-là ont commencé après le second tour des élections. Dans le mois de décembre, après le second tour des élections. Et est-ce que ça s'est passé plus d'une fois ou ça s'est passé seulement une fois? Oui, ça s'est passé plus d'une fois. Parce que comme je l'ai dit, ce footing que je viens
détaillé là, c'était, comme on dit, le lancement de cette phase-là d'intimidation. Magui, maintenant, de sa propre initiative, maintenant pouvait faire ces gens de footing-là, soit les éléments du camp. Au niveau d'Adjamé aussi, on faisait ces footings-là. On avait un parcours. On quittait, au niveau d'Adjamé, on quittait 220 logements. On longeait par la gare Nord, le transport en commun, la gare Nord, et passait par le marché. Je voulais juste savoir la fréquence peut-être. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle fréquence vous avez fait ce genre de footing? Bon, je ne veux pas donner les fréquences en tant que tel parce que ce n'était pas quotidien, mais lorsqu'on sentait quand même une certaine tension, au sein de la population, de la frange de la population qui n'était pas qui n'était pas d'accord avec le fait que c'était M. Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections. C'est-à-dire la frange de la population qui était plus partisan de l'opposition. Et il y avait certaines rumeurs, on sentait qu'il y avait vraiment une tension dans la commune. On faisait cette politique-là pour les intimider, pour les enjoindre à rester calmes. Qui vous a instruit à faire ces footings? Comme je l'ai dit, moi, c'est Boiseau qui a donné les instructions afin qu'on commence ces footings-là. Mais c'est ce pourquoi j'ai voulu tenter d'expliquer un peu le parcours, parce que j'avais une idée bien précise pour laquelle j'ai voulu expliquer un peu le parcours, parce que les autorités, les forces de défense et de sécurité, les autorités tant sécuritaires que la défense étaient informées que c'était nous. Et comme je l'ai dit, lorsque nous faisions ce footing-là, il y avait un carrefour qu'on faisait des tirs de sommation, des tirs de dissuasion. Donc, forcément, les forces de défense et de sécurité étaient alertées et venaient s'assurer de ce qui se passait. Et en même temps aussi, s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de dérapage au niveau de nos éléments aussi, de manque de discipline de leur part. Donc, ils encadraient, ils suivaient quand même à une certaine distance, ils suivaient notre footing, parce que nous revenions sur notre base. Et lors des footings auxquels vous avez participé, est-ce que vous avez vu les FDS vous-même? Oui, oui. Il y avait des véhicules du SECOS qui étaient, parce que, comme on dit, le SECOS était chargé de la veille sécurité dans les différentes communes d'Abidjan. Donc, lorsque on commençait la marche, préalablement, j'étais averti du fait que nous allions sortir le lendemain, la veille, au moins minimum la veille, 24 heures avant, j'étais informé de notre sortie. Donc, il venait juste assurer que les éléments du GPP qui étaient dans ces footings-là n'allaient pas occasionner des débordements. On s'assurait aussi, puisque nous étions armés aussi, s'assurait qu'il n'y ait pas de dérapage. En quelque sorte. Ils nous suivaient à une bonne distance jusqu'à ce qu'on revienne à notre base.